grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Du 27 au 28 juillet dernier, s'est tenu à Saint-Pétersbourg en Russie le sommet Russie-Afrique. Le Mali était représenté par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et une forte délégation. Le chef de l'État s'est dit satisfait de ce sommet. Le Mali et la Fédération de Russie entendent renforcer leur coopération dans plusieurs domaines, notamment sécuritaire, économique, dans le transport, l'agriculture, l'éducation, entre autres. La Fédération de Russie promet aussi d'envoyer 25 à 50 000 tonnes de céréales au Mali ainsi qu'à 4 autres pays africains. Studio Tamani pose le débat aujourd'hui. Quel bilan pour le Mali du sommet Russie-Afrique avec nos invités Bakabini Keïta, enseignant-chercheur, analyste politique, Daouda Moussa Kone, économiste, et Assim Dabo, enseignant-chercheur également, analyste politique. Sekou Gadjigo va modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif de ce grand dialogue, je voudrais vous faire écouter ce papier de Khalifa Goïta qui revient un peu sur la participation du Mali et du bilan de la participation du Mali à ce deuxième sommet Russie-Afrique. En marge du forum économique et humanitaire, des accords ont été signés entre le Mali et la Russie dans plusieurs domaines. Parmi ces accords figure le renforcement de la coopération militaire en termes d'équipement pour lutter contre le terrorisme. Russes et Maliens ont également convenu de développer le secteur de l'économie, une des priorités selon les autorités maliennes. Pour le président Goïta, l'appui de la Russie est important dans le domaine de l'agriculture et du commerce. Un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère de l'Industrie et du commerce du Mali et celui de la Russie. Objectif: promouvoir les relations commerciales, les opportunités économiques et d'investissement entre les deux pays. Le président de la transition a aussi annoncé la création prochaine d'une compagnie aérienne russo-malienne. 2 accords de coopération ont été obtenus dans les domaines scientifiques, technologiques, de l'innovation et de l'enseignement supérieur. Selon le colonel Goïta, cela facilitera des échanges d'étudiants et d'enseignants et de chercheurs entre les deux pays. Alors, Bakabini Keïta, quand on écoute ce papier avec tous ces accords conclus entre les autorités maliennes et celles de la Russie, on peut dire que la moisson a été bonne pour le Mali. Bon, oui, la moisson avait déjà été bonne pour le Mali, donc on espère le renforcement donc, de ces résultats-là. Puisque quand même il faut rappeler que le Mali et la Russie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut remonter depuis l'Union soviétique. Donc les premiers investissements ou la première coopération entre le Mali et la Russie remontent de cette époque-là, du président Modibo, à l'ère du président Modibo Keïta. Maintenant, si je reformule la question, la moisson a été bonne pour le président de la transition, puisque oui, c'est son premier déplacement hors du pays. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi dans ce cas. Évidemment, au-delà de l'histoire, donc si on revient dans ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, on peut dire même par rapport au président Goïta que la moisson ne fait que, en tout cas, faire de résultats davantage, puisque vous n'êtes pas quand même sans savoir que sans l'apport de la Russie sur le plan sécuritaire, on n'en sera pas là aujourd'hui. Nous avons vu quand même beaucoup d'équipements, les avions, les vecteurs aériens, mais les moyens en renseignement. Bon, l'ensemble des logistiques pour l'armée, la formation et beaucoup d'autres. Je pense que les munitions, je pense que la Russie a apporté beaucoup au Mali sur le plan sécuritaire. Mais il faut aussi ajouter que sur le plan diplomatique, sans le soutien de la Russie, on ne sera pas là aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est depuis l'embargo. Si l'embargo n'a pas été internationalisé, c'est parce que la Russie et la Chine se sont opposés
donc à l'embargo. Et même tout dernièrement, l'acte qui a été posé, c'est-à-dire le retrait, et notamment des forces au Niger. On va me dire effectivement que d'autres partenaires, parce que ça a été voté unanimement, d'autres partenaires étaient déjà fatigués, notamment la France, les États-Unis. Je suis parfaitement d'accord. Puisque ça coûte quand même énormément cher, plus de 15 000 hommes, voire peut-être même 20 000 ou 30 000 sans exagération, donc civils et militaires confondus, ça a quand même fait beaucoup de dépenses pour les Nations Unies. Et donc en grande partie, c'est surtout les États-Unis qui financent, et même ils ont des problèmes. Donc, mais il faut quand même reconnaître que sur le plan diplomatique, le rôle de la Russie et de la Chine, en particulier de la Russie pour le Mali, a été extrêmement important pour qu'on arrive aujourd'hui là à ce voyage du président Assimi Goïta. Mais maintenant, le résultat aussi obtenu à partir de là, que ce soit sur le plan humanitaire. Et bon, les gens sont en train de dire qu'on n'est pas parti pour commander. Mais le problème, c'est que nous sommes en train de traverser une crise sans précédent. Donc, et nous avons besoin des aides avant la Russie. Je pense que d'autres pays nous ont aidés. Et donc, si la Russie nous aide sur le plan humanitaire, il y a beaucoup d'ONG qui ne sont pas russes, qui évoluent au Mali, qui apportent leur contribution. Et d'ailleurs, une des raisons que les gens ne voulaient pas que la MINUSMA parte, c'était le fait que la MINUSMA, effectivement, aidait les populations maliennes. Donc, nous sommes dans un contexte où on en a besoin. Nous sommes dans un contexte de crise. Tous les pays ont connu ça. La France, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, et elle a été aidée. Donc, sans l'aide d'ailleurs des autres pays, elle ne sera pas, elle allait être rayée, en tout cas, sur la carte mondiale. Donc, je pense que la moisson, elle est bonne, et je pense qu'elle ne fait que se renforcer davantage. D'accord. Alors, Daouda Moussa Koné, vous êtes économiste en dehors des domaines que vient de citer Bakabini Keïta, des domaines militaires, mais également diplomatiques. Qu'est-ce que vous pouvez retenir concrètement de ce sommet Russie-Afrique comme bilan pour le Mali? Oh, merci pour cette question, monsieur l'animateur. Ce qu'on peut retenir par rapport à ces sommets-là, c'est que, en plus du premier sommet qui s'est tenu en 2019, il faut retenir que, avec le contexte international, ce n'était pas évident, compte tenu de la crise que traverse maintenant l'Ukraine et puis la Russie. Organiser un sommet où seront présents plus de 40 délégations de différents pays, ce n'était pas évident. Mais ça a eu lieu, ça c'est un premier succès qui est au crédit du président russe Vladimir Poutine. Deuxième chose, c'est de noter que en marge de la rencontre, le forum commercial, économique et humanitaire qui a eu lieu a vraiment fait engranger beaucoup de choses dans le domaine économique et humanitaire et autres. Pour le Mali ou bien pour la Russie? Pour l'Afrique ou pour la Russie? Pour l'Afrique. Pour l'Afrique, parce qu'il faut noter qu'à l'issue de ce forum-là, semblerait-il qu'il y a un document qui a été adopté pour le développement de la coopération entre la Russie et les pays africains. Et ce document-là a 180 points, semble-t-il, et qu'il y a un plan d'action pour mettre en œuvre tout ce qui a été convenu à l'issue de ce sommet-là, et de 2023 jusqu'à 2026. Et donc, pour mettre en œuvre ces actions-là, il semblerait-il qu'il y a jusqu'à plus de 92 accords signés. 92 accords de coopération signés dans différents domaines sécuritaires, domaines économiques, domaines humanitaires. Et il y a même eu jusqu'à 23 milliards de dettes annulées au profit de l'Afrique, donc 90% de la dette russe due par les pays africains. Ça, c'est des gains vraiment substantiels. Et donc, on peut parler que le sommet a permis d'affirmer les relations, de consolider les relations existantes déjà entre les pays africains et la Russie, et puis de passer à des choses concrètes dans le domaine bilatéral. Alors, Monsieur Assim Dabo, vous êtes enseignant-chercheur. Monsieur Koné l'a dit, il est économiste. Ce sommet
a permis d'engranger des points, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce sommet n'a pas enregistré la participation de certains chefs d'État africains. Ils étaient en tout cas à moins d'une vingtaine, alors qu'au premier sommet, ils atteignaient la quarantaine. Est-ce que cela ne déteint pas un peu sur la réussite de ce sommet? Sinon, s'il y a une explication, quelle pourrait être cette explication? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour l'invitation aussi. Par rapport à cela, ce que j'ai envie de signaler, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, il y a certains chefs d'État qui n'ont pas voulu assister à ça pour des raisons stratégiques. Je vais citer l'exemple du cas guinéen, Mahamadou Doumbia, qui n'a pas voulu partir. Bon, en réalité, beaucoup d'entre ceux-là ne sont pas partis, mais ils ont envoyé leurs représentants. Parce qu'en réalité, on a eu à peu près 17 chefs d'État, qui sont partis là-bas. Mais les Occidentaux pensaient que Vladimir Poutine n'allait pas avoir même 5 à cause des pressions dues à la guerre en Ukraine. Donc pour moi, ce sommet a été une réussite. Tout simplement parce que les gens pensaient que, quand je parle des gens, je parle des Occidentaux, pensaient que la Russie était isolée. Mais la Russie, à partir de l'exploit de ce sommet, a montré qu'elle n'est pas isolée. Et qu'elle a, c'est-à-dire des partenaires stratégiques en Afrique et partout dans ce monde-là, même en Occident, comme il l'a déjà affirmé. Donc moi, je pense que ça a été un succès. Et regardez le plan alimentaire. Sur le plan alimentaire, ce que la Russie a débloqué pour certains pays d'Afrique, c'est énorme. Sur le plan militaire, on voit des exploits partout. Si les Russes n'étaient pas venus intervenir au Mali, on n'allait pas être à ce niveau-là. Donc sur tous les plans, on peut même citer technologique, on attend la Russie pour qu'on puisse avoir la même mise sur nos informations. Et je pense qu'à ce niveau-là, la Russie joue très bien son rôle. Alors, si vous parlez du plan alimentaire, est-ce que vous voulez dire que la promesse de 25 à 50 000 tonnes que la Russie a faite à certains pays qui constitue aujourd'hui une satisfaction pour vous? Oui, c'est une satisfaction, mais il faut aller au-delà de ça. Parce que le but n'est pas à chaque sommet d'aller en Russie pour quémander ce genre de choses. C'est de profiter de ça pour se dire à nous autres aussi pourquoi ne pas s'organiser pour assurer l'autosuffisance alimentaire. C'est bien possible. L'histoire nous montre cela à travers le cas de Thomas Sankara qui a eu à le faire en seulement 3 ans. Donc nous, on veut utiliser ces sommets-là pour mieux asseoir notre partenariat avec la Russie, mais en même temps avancer par nous-mêmes. Ce n'est pas pour changer de colon, mais c'est juste une stratégie pour pouvoir se protéger des sanctions occidentales. Mais est-ce qu'on a vu ce dynamisme lancé par, cette dynamique lancée par les États africains lors de ce sommet, dire qu'au lieu que d'autres pays nous viennent en aide avec des céréales, que nous-mêmes nous organisons. Est-ce que vous avez senti cela lors de ce sommet Bakabini, que des chefs d'État africains, en tout cas, parlent d'une seule voix pour que pour le prochain sommet, on n'assiste pas à ces genres de dons et que l'Afrique même soit en mesure de s'autosuffire? Je rappelais tout de suite là qu'on peut aider tous les pays du monde, ça dépend dans quelles circonstances on se trouve. Maintenant, ce qui est grave, c'est une dépendance éternelle. Donc peut-être que, je pense qu'ils sont tous d'accord pour ça. Et je pense que même si ça paraît être une contradiction entre le président capitaine Ibrahim Traoré, le président sénégalais Macky Sall. Donc, mais apparemment, au fond, quand on essaie de voir les deux discours, ça revient toujours à la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que les pays africains dans l'avenir évitent effectivement de paraître comme des mendiants aux yeux comment dirais-je, aux yeux de l'opinion, de leur propre opinion, mais également aux yeux de l'opinion internationale. Et je pense que la dynamique, il est clair qu'on est unanime là-dessus, mais maintenant, peut-être qu'il faut parler des stratégies à partir desquelles
les Africains puissent effectivement s'assumer véritablement, donc pour que dans les années à venir, ils puissent sortir effectivement de cette dépendance internationale. Et là, moi, ça fait presque une année, 2 ans, je suis en réflexion sur un plan, ce que j'appelle un plan d'investissement stratégique pour l'émergence économique de l'Afrique. Et donc, dans cette réflexion, j'ai repéré 4 secteurs. Le premier secteur, donc je me dis, il faut obligatoirement que les Africains s'investissent dans le domaine de l'agriculture. On a des terres. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça fait quand même beaucoup de pages, donc je ne voudrais pas rentrer dans ces détails-là. Il y a le domaine énergétique, il y a le domaine industriel, il y a le domaine de transport. Bon, enfin, il y a entre ces secteurs également, il y a une connexion. Mais ces secteurs également ont des répercussions sur le plan, par exemple, social. Ça peut créer donc des emplois, évidemment. Et donc, quand on arrivait à développer tout ça, mais ça peut même contribuer à la sécurisation de nos différents pays. Puisque, si vous prenez par exemple le transport, je pense que s'il y avait une ligne ferroviaire dans la zone des 3 frontières, donc la frontière entre le Mali, le Burkina et le Niger, s'il y avait une ligne ferroviaire dans cette zone-là, je pense que ça va contribuer largement à endiguer, en tout cas, l'insécurité que nous connaissons aujourd'hui. Alors, ce sommet, en tout cas, c'est le premier sommet auquel les dirigeants maliens, le président de la transition, prend part hors du pays. Est-ce qu'on peut dire que ce sommet va être en tout cas le sommet qui va déclencher le retour du Mali dans le concert des nations, ou bien ça peut passer anodin? Bon, je ne suis pas dans les secrets des choses, mais je ne sais pas si vous l'avez constaté, on peut tenter en tout cas, en tant qu'analyste, établir un lien entre l'annonce de ce sommet, l'invitation donc du président malien et d'un certain nombre d'autres présidents qu'on taxe, qui sont qualifiés de poussistes, donc par la Russie. Et donc ces invitations-là, pour moi, apparemment, ont amené aussi la CEDEAO, l'Union africaine, en tout cas, à revoir un peu leur position par rapport à ces pays, parce qu'à la veille, nous avons constaté quand même que les sanctions qui pesaient au niveau, parce que beaucoup ne savaient pas que l'UEMOA n'avait pas encore levé toutes les restrictions financières contre le Mali, depuis les sanctions qui nous avaient été imposées, je crois, en 2022, si je ne me trompe. Et donc, apparemment, il y a un lien entre l'invitation donc de ces présidents et puis la levée de ces sanctions. Donc ça, c'est deuxièmement, ce qu'il faut donc, on peut dire que le fait que le président malien s'est rendu en Russie, c'est aussi un coup diplomatique assez important. Donc désormais, de plus en plus, il prend la véritable stature, en tout cas, d'un chef d'État, donc non seulement qui imprime sa marque dans son pays, mais au-delà de son pays, qui imprime à travers l'opinion, donc au niveau du continent, mais au-delà du continent. Poutine n'est pas quand même n'importe quel président du monde. Donc c'est quand même, il est le président d'une très grande puissance militaire, mais au-delà de la puissance militaire de la Russie, il faut aussi reconnaître que la Russie, c'est aussi une puissance scientifique, puisque beaucoup de nos cadres ont été formés de là. Et aujourd'hui encore, vous avez entendu, vous l'avez évoqué dans votre introduction, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues également dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation. Et donc, il y a des bourses qui sont promises aux jeunes Maliens, donc environ 300 bourses chaque année. Donc, ça fait quand même beaucoup. Donc, tout ça là, je pense que le président Assimi Goïta est en train de plus en plus inscrire son pays et à travers le pays. Et donc, lui-même, il est en train de s'inscrire dans l'histoire. Alors, Daouda Moussa Koune, est-ce qu'on peut dire que la Russie a-t-elle ce poids, économiquement parlant, dans le monde aujourd'hui pour pouvoir être un soutien pour ces États africains sur le plan économique?
Oui, mais avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir un peu sur les deux précédentes en termes de dynamique lancée par rapport à la question des céréales. Moi, je pense que sur la question des blés, il faut revenir un peu en arrière. Il y a eu à l'époque le blocage lié à la sortie du blé ukrainien pour être commercié de par le monde à travers la mer Noire, n'est-ce pas? Et donc, il y a eu des pourparlers, des accords sous l'égide de la Turquie à l'époque pour que la guerre ne fasse pas en sorte que le blé sortant puisse être bloqué. Ils ont signé cet accord, donc le blé ukrainien sortait pour être vendu correctement. Mais les blés russes ne sortaient pas correctement. Il y avait, donc, quand cet accord a pris fin maintenant, Vladimir Poutine a refusé de signer la deuxième phase de l'accord. Et donc, il sentait, de mon point de vue, il sentait qu'on pouvait le reprocher. Ses partenaires africains pouvaient le reprocher, quand bien même, quand ce blé a été autorisé de sortie pour les pays pauvres africains, mais la majeure partie de ce blé-là s'est retrouvée dans certains pays riches. Mais sentant qu'on peut le lui reprocher, de mon point de vue, il a pris le devant en faisant des dons rendus domicile à 6 pays africains de cette quantité de blé-là. Donc, mais le lieu de dire que nous ne devons pas aller mendier, de mon point de vue, personne n'est allé mendier. Parmi les résultats, c'est Vladimir Poutine qui a pris cette décision de lui-même. Deuxième chose, on doit lancer la dynamique de l'autosuffisance alimentaire et de l'autosuffisance économique tout court à l'interne. Ces sommets ne sont pas le lieu pour aller évoquer ces choses pareilles-là. Ça se conçoit et ça se met en œuvre au plan local. Par rapport au concert des nations, nos autorités sont interdites de déplacement, notamment pas Assimi, mais certaines de nos autorités sont Assimi et le chef de la diplomatie ne sont pas sous embargo. Même ceux qui sont sous embargo, ils le sont dans les pays tels que l'Union européenne, tels que l'Union africaine, tels que la CEDEAO, pas la Russie. La Russie n'a jamais cautionné les sanctions contre les autorités maliennes. Donc, de ce point de vue, il est parfaitement logique que toutes les autorités qui le veulent soient les bienvenues en Russie. Maintenant, votre question, c'était pour savoir si la Russie a un poids économique sur lequel le Mali peut compter. Économiquement, la Russie a-t-elle quelque chose à apporter? Si, évidemment. Aux États africains. Évidemment. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés, c'est le pays le plus vaste du monde. La Russie, c'est 140 millions d'habitants. La Russie, c'est le premier producteur de pétrole au monde. La Russie, c'est le premier... Le sous-sol de la Russie, c'est un scandale. La Russie, c'est le 9e poids économique au monde. Vous savez, il y a un certain nombre les combats géostratégiques font que on peint en noir tout ce que vaut la Russie. La Russie est la première puissance spatiale au monde. Et donc, c'est 4 000 milliards de dollars de PIB, la Russie. Et donc, la Russie a une croissance économique qui est constante. Et donc, la Russie, on a tout à prendre au niveau de la Russie. Le Mali a tout à prendre. Maintenant, ce qu'il s'agit de faire, il s'agit maintenant de s'appuyer, parce que la Russie collabore avec les États de façon désintéressée. C'est ce que moi j'apprécie dans leur coopération. Il s'agit pour nous, pour le Mali, de faire un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie, de telle sorte qu'on puisse, dans un rayon de 5 à 10 ans, qu'on puisse être autonome. Dans le secteur agricole, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur des transports, dans le secteur de l'éducation, il s'agit de coopérer de telle sorte qu'on puisse avoir suffisamment dans le domaine agricole, qu'on puisse avoir suffisamment de technologies, suffisamment d'aménagement agricole pour pouvoir aménager nos terres qui sont au niveau de l'Office du Niger, au niveau du lac Debo, pour pouvoir, dans la zone de Diré, pour pouvoir cultiver suffisamment de blé, suffisamment de riz pour qu'on soit autosuffisant. Il s'agit de coopérer avec la Russie pour monter le maximum d'usines pour transformer nos produits agricoles. Et ça, la technologie, ils en ont.
Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une coopération désintéressée, un pays qui, en tout cas, lie un partenariat de façon désintéressée? Quand je dis désintéressé, c'est différent de gagnant-gagnant. Il faut un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie. Ok, vous voulez dire gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Mais désintéressé en termes, il ne coopère pas avec un pays avec l'optique de dominer par la suite ce pays-là. Dès lors que leur entreprise privée gagne ou l'État gagne, ils s'en tiennent à cela. Et on peut le sentir. Il n'essaie pas d'influer la politique intérieure du Mali, par exemple. D'accord. Alors, contrairement à d'autres pays, quoi. Hassim Dabo, ce sommet s'est tenu dans un contexte où la Russie, en tout cas, semble être isolée par certains pays européens à cause du conflit ukrainien. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce sommet a été beaucoup plus profitable à la Russie qu'aux pays africains, puisqu'on a vu que la Russie a pu mobiliser tous ses États, et vous l'avez dit tantôt qu'on ne s'attendait pas, en tout cas au niveau de l'Occident, on ne s'attendait pas à ce que tous ces chefs d'État participent à ce sommet. Est-ce que c'est la Russie qui ne tire pas profit de ce sommet finalement? En fait, par rapport à ça aussi, même par rapport au profit, c'est la Russie et les pays africains. Pourquoi? Je m'explique. De un, je parle du cas russe parce que tout simplement, la Russie affiche son pouvoir par rapport à l'Occident. Et si vous vous rappelez très bien, il y a aussi les BRICS, avec les autres nations comme le Brésil et l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. Donc, Poutine veut montrer, de par cette démonstration de force, si jamais vous m'abandonnez, moi, avec les BRICS et puis ces pays africains-là, nous allons dominer le monde. Donc, ça montre la puissance de la Russie et ça affaiblit l'Occident en même temps. Et les autres pays africains qui voulaient participer, mais qui ont eu peur d'afficher leur partenariat avec la Russie, par rapport au prochain sommet, ils vont vouloir venir parce que Vladimir Poutine symbolise même le pouvoir de ce sommet-là. Et pour les pays africains, pourquoi les pays africains gagnent aussi? Nous pouvons prendre le cas malien. La Russie, aujourd'hui, offre tellement d'armements aux Maliens que ce n'est pas possible. C'est sans précédent. Si vous regardez l'histoire, le problème de nos pays africains, c'est que nous n'enseignons pas assez notre histoire à notre jeunesse. On ne connaît pas notre histoire. Mais dans l'histoire, la Russie n'a jamais soumis un pays africain à l'esclavage. La Russie a toujours été un partenaire, je peux dire, légal et un bon partenaire. Maintenant, quand vous venez par rapport à cette histoire-là, on sent que la Russie est le meilleur pays pour venir en aide aux pays africains. Parce que sur le plan historique, tout va bien. Et sur le plan aussi de l'avenir, on peut dire que ça sent bon. Voilà. D'accord. Vous l'avez dit, Bakabini, la question que je voulais vous poser à présent est que on a vu ce sommet, vous avez dit, les joutes entre le président burkinabé et sénégalais, par exemple. Est-ce que ces sommets, Russie, Afrique, États-Unis, Afrique, France, Afrique, est-ce que finalement ça ne cause pas plus de tort à l'Afrique que ça fait du bien, puisqu'on voit souvent que ça montre en tout cas la division de nos États devant ces puissances. Est-ce qu'on peut atteindre cet objectif d'unité africaine avec ce genre de sommet, puisqu'on part toujours en rang dispersé? Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais, souligner un certain nombre de choses. Oui, je suis d'accord avec Koné qu'effectivement le bleu n'a pas été demandé par les Africains. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, que c'est Poutine même qui l'a donné. Mais je ne pense pas qu'il a été dit que le bleu a été demandé. Je pense que c'est le président burkinabé qui a déploré le fait qu'il a dit que la jeunesse africaine s'interroge aujourd'hui malgré... Oui, c'est pour rassurer Koné que ce n'est pas notre point de vue. Voilà, c'est dire ça. Également que nous, on a dit que le bleu a été mandié par... et donc, ça... et puis, même si, effectivement, c'est une aide, moi, je dis qu'il faut quand même sortir de ce complexe. Nous avons assisté à ce qu'on appelle le plan Marshall, qui a été effectivement décidé par les partenaires français pour la relance économique de la France. Pourquoi pas aujourd'hui, si la Russie et puis... Mais eux, ils sont sortis, en tout cas, de cette dynamique quand même s'il y a eu ce plan Marshall là. Ça fait des décennies maintenant. Nous aussi, nous devons passer à sortir... Je suis en train de dire que nous sommes à un stade où on a besoin de ce plan.
Oui, 60 ans après les indépendances. Si nous continuons à être assistés... Oui, tard vaut mieux que jamais. Si ça n'a pas été fait, ça vaut mieux que si ça n'a pas été fait hier, si on doit le faire aujourd'hui, tant mieux que de ne jamais voir en tout cas ce plan-là. Donc moi je dis aujourd'hui, mais le plan aussi, il ne faut pas penser aussi que c'est un don. Ce n'est pas un don, c'est un prêt qu'on fait à un pays. Donc moi je parle de ça, il ne s'agit pas de... Et donc je voudrais profiter de l'occasion pour dire que ce soit la Russie, il faut quand même qu'on soit clair entre nous. Que ce soit la Russie ou que ce soit un autre pays, une autre puissance. Et les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. Donc il est clair que les Russes ne viennent pas ici pour nos beaux jeux, que les Russes ont évidemment aussi à gagner au Mali, comme les Maliens ont à gagner avec les Russes. Mais le monde aussi, c'est ça. Il faut qu'on sorte aussi de l'innocence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire comme les enfants. La Russie, ce n'est pas le Père Noël. Donc, il faut que ça soit clair pour nous. Donc, il s'agit d'un partenariat, il s'agit d'une coopération. Et dans une coopération, chacun donne, mais chacun aussi gagne. Donc, il s'agit d'un échange. Moi, je pense que ça doit être clair pour nous. Maintenant, la question... Mais avec toutes ces terres, avec toutes ces richesses naturelles que nous avons, est-ce que l'Afrique doit être là aujourd'hui à recevoir de l'aide en matière de céréales venant de l'Occident, de la Russie ou bien d'un autre pays? Non, je suis parfaitement d'accord que c'est regrettable encore à ce niveau, à ce stade, que nous continuons à recevoir. Mais bon, les crises aussi, c'est-à-dire que, je ne sais pas quoi, la vie de l'humanité, ce n'est pas un truc qui évolue en ligne droite, c'est en dents de scie. Vous pouvez aujourd'hui être un pays développé et demain se retrouver dans des catastrophes. Et donc si aujourd'hui, nous sommes confrontés au terrorisme, mais regardez aujourd'hui l'Ukraine. Il y a juste quelques 2 ans, l'Ukraine a aujourd'hui, tous les pays européens, les États-Unis, ont apporté quand même leur soutien sur le plan militaire, sur le plan humanitaire à l'Ukraine. Donc c'est souvent les crises qui font que les pays se retrouvent dans la nécessité d'être aidés par d'autres pays. Donc ça ne veut pas dire qu'on est mendiant. Donc on a tous besoin, les États-Unis peuvent se retrouver dans ce rôle-là ou à cette position-là demain. N'importe quel pays du monde peut se retrouver dans une telle position demain. Donc l'histoire là, elle est têtue, donc personne ne la maîtrise, donc elle vient quand on ne s'entend pas du tout. Et donc les pays africains, malheureusement, se trouvent dans une situation en perpétuelle crise. Mais ce qu'il faut aussi ajouter, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, le sommet, comment dirais-je, vous avez dit que est-ce qu'on peut pas... Oui, la question que j'avais posée, c'est de savoir est-ce que ces sommets finalement apportent quelque chose d'utile aux États africains, puisque pendant ces sommets, on voit que les États africains ne parlent pas d'une même voix. Oui, ce qu'il faut comprendre, j'arrive le fait que... parce que non, votre question, c'était le constat que les Africains sont partagés entre les puissances. Il y a le sommet France-Mali, Afrique-Russie, il y a le sommet Afrique-France, il y a le sommet Afrique-Chine, etc., etc. Donc le sommet Afrique-États-Unis. Et donc on est dans des différents sommets. C'est comme si on est tiraillé. Mais ce que ça montre d'un point de vue politique et d'un point de vue philosophique, c'est qu'il y a un décentrement du monde qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que le centre du monde n'est plus l'Occident. Et donc l'Afrique également est en train de devenir le centre du monde. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que les autres pays ont besoin de nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, c'était des pays qui s'étaient appropriés de nos pays. Par exemple, si vous prenez la France, il y a un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest que la France considérait et qu'elle continue à considérer comme étant son précaré. Et donc, le fait aujourd'hui qu'il y a cette multiplication de sommets, au lieu de le voir négativement, moi, je le vois positivement. Mais est-ce que l'Afrique tire profit de ce statut d'enjeu qu'elle est aujourd'hui? Oui, c'est ce que moi, le fait qu'il y a ce tiraillement, c'est comme, je fais une métaphore, vous avez une jeune fille, il y a beaucoup de prétendants autour d'elle, donc je pense qu'elle a tout à gagner, effectivement, dans ce jeu. L'Afrique se trouve aujourd'hui convoitée, effectivement, elle se présente comme cette jeune fille qui est convoitée par beaucoup d'hommes, et évidemment, donc c'est à elle de voir lucidement, de façon rigoureuse, avec qui j'ai, comment dire, mon intérêt à tirer, quel intérêt à tirer avec la Russie, quel intérêt à tirer avec la Chine, quel intérêt à tirer avec la France. Il ne s'agit pas donc comment dirais-je, de chasser les gens et d'amener les autres, mais
de tenir compte aussi de la sincérité des partenaires. Parce que si vous avez un amant qui n'est pas sincère, donc qui joue de vous, donc il est clair aussi de tenir compte aussi de cet aspect-là. Et je pense que les Africains ne sont pas dupes. Contrairement à ce que beaucoup pensent, contrairement à ce que les gens pensent que nous sommes en train de manger, moi je crois que c'est l'inverse qui est en train de se faire. C'est-à-dire que c'est le centre du monde qui est en train de se déplacer. Et l'Afrique est en train d'être placée au centre du monde. D'accord. Monsieur Koné Daouda Moussa, êtes-vous d'accord avec cette analyse que l'Afrique, même si l'Afrique est en train de devenir un enjeu important aujourd'hui, est-ce que l'Afrique parvient à tirer profit de ce statut-là? Pas suffisamment, mais elle devrait l'être. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'Afrique, pour l'instant, n'arrive pas à tirer suffisamment de profit de sa position initiale. Je suis d'accord avec M. Keïta pour dire que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. L'Afrique, c'est ce continent qui a plus de 30 millions de kilomètres carrés. Les terres arabes, il y en a partout. La population est extrêmement jeune. Et le sous-sol est extrêmement riche. Il y a du soleil. Et donc, les différents pays développés ont compris que l'avenir du monde, ça se joue à l'Afrique. C'est pourquoi chacun se rue en Afrique. Est-ce que l'Afrique même est actrice de ce jeu-là? Pas suffisamment, je veux dire, dès mon entame. Je veux dire que l'Afrique, actuellement, tous les pays africains qui y vont en même temps. En Russie, par exemple, il y avait 43 ou 47 délégations, mais il y avait aussi l'Union africaine. Il y avait la CEDEAO, il y avait les regroupements sous-régionaux. Ils étaient tous là. Il y a eu des conventions signées, des conventions bilatérales signées entre la Russie et les différents pays, mais entre aussi la Russie et les regroupements tels que l'Union africaine. Ils sont là individuellement, ils sont là aussi en termes de sous-régional et au niveau continental. Maintenant, l'Afrique, en allant tous, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand les populations africaines, et même pas ailleurs, élisent leurs dirigeants, c'est pour qu'ils soient des VRP, c'est-à-dire que des commerciaux, entre guillemets, qui sont là pour aller chercher l'intérêt. Là où il y a l'intérêt du Mali, par exemple, les dirigeants du Mali doivent aller chercher. Que ce soit sommet France, Russie-Afrique, que ce soit Japon-Afrique, que ce soit Chine-Afrique, que ce soit États-Unis-Afrique, il faut y aller tant que l'intérêt du Mali est à prendre. Il faut aller défendre les intérêts du Mali et faire en sorte que le Mali se développe et faire en sorte également qu'il y ait une coopération gagnant-gagnante entre le Mali et ces différents pays-là. Et de la même manière, donc, chaque pays africain doit se comporter de cette même manière-là. Et l'un dans l'autre, ensemble, chapeautés par les ensembles sous-régionaux tels que la CEDEAO, l'équivalent de la CEDEAO en Afrique centrale, en Afrique australe, tout ça là chapeauté par l'Union africaine, on doit parler petit à petit d'une même voix pour faire en sorte que si l'avenir du monde se joue en Afrique, il faut que l'Afrique en soit la première bénéficiaire. C'est de cela qu'il s'agit. Mais est-ce qu'une question, nous n'avons que 4 minutes avant de clore cette émission à M. Dabo. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit certains ensembles, même sous-régionaux seulement, comme la CEDEAO, où il y a des divisions quand même patentes, certains États se rallient du côté de la Russie, d'autres du côté de l'Occident. Qu'est-ce qui pourrait être réalisé, réussi dans ces ensembles-là de sérieux avec en tout cas ces divisions? Merci beaucoup pour la question. Moi, je vais rebondir un peu par rapport à ce que Mézéno a à dire. Rapidement, vous savez, c'est-à-dire l'Afrique ne va jamais bénéficier pleinement de ces sommets-là tant qu'il n'y ait l'essentiel. Et en réalité, la vérité qu'il faut dire, c'est qu'il faut un sommet Afrique-Afrique. Le jour où nous allons profiter de ces différents sommets pour pouvoir apprendre assez et venir à un autre sommet qui est sommet Afrique-Afrique. Parce que tant que les Africains ne seront pas capables de s'unir pour pouvoir parler des enjeux stratégiques qui intéressent nos différents pays, on ne va jamais pouvoir s'en sortir. En dehors des sommets Union africaine, on n'a pas besoin. Oui. Vous voulez parler de quel sommet Afrique-Afrique quand vous parlez de sommet Quand je parle de sommet Afrique-Afrique, je parle généralement de tous les pays d'Afrique. Il faut qu'il y ait cette union-là. Parce que tant qu'il n'y a pas cette union-là, on ne peut pas aller de l'avant. Et ce que j'aimerais dire, regardez l'histoire. Je parle des traites d'Afrique.
ceux qui ont assassiné les Lumumba, ceux qui ont assassiné les Thomas Sankara, ceux qui ont assassiné même d'autres qui sont récents, c'est des gens qui n'ont pas voulu que l'Afrique avance. Et pourtant, il y avait un projet Union africaine. Maintenant, si on n'est pas capable de s'unir entre nous, on est obligé d'aller chez les autres pour pouvoir s'en sortir. Et le plus grand problème en Afrique, c'est le plan éducatif. Tant que l'éducation n'est pas au centre de nos débats, l'Afrique ne va jamais pouvoir s'en sortir, ni aller défendre ses propres intérêts dans ces différents sommets que nous vivons aujourd'hui. Alors, Bakabini Keïta, une dernière question à tous les trois. Hein. Qu'est-ce que l'Afrique doit faire aujourd'hui pour pouvoir, en tout cas, tirer profit de ces nombreux sommets, même si beaucoup ne sont pas d'accord qu'un seul État puisse réunir tous les États africains. Mais qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour tirer profit quand même de ces sommets? Bon, moi, je voudrais très rapidement dire à mes amis et à tous ceux qui nous regardent qu'il faut prendre la vue du bon côté. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup comme réussite au niveau de l'Afrique, mais il y en a peu. Mais l'intelligence, ce n'est pas de nier ce que nous avons déjà reçu, mais c'est de majorer ce que nous avons et de comprendre le fait que les conflits que nous traversons, les divisions que nous connaissons, au lieu de les voir comme étant quelque chose qui joue contre nous, au contraire, moi, je vois dans ces conflits, je vois dans ces divisions les conditions du développement de l'Afrique. Parce que la vie à plusieurs, évidemment, est traversée par des contradictions. Donc, parfois, on s'unit dans des situations précises. Parfois, effectivement, on est divisé. Mais la vie, elle est faite ainsi, la vie humaine. Elle est faite de division et puis d'unité. Cela est bien compris. Daouda Moussa Kone, rapidement, 2 mots. Qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour se développer? Pour tirer profit de ces sommets. Qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour tirer profit de ces sommets? L'Afrique doit s'unir. Il faut que tous les États africains, je suis totalement d'accord avec le jeune Dabo, tous les États africains doivent se rendre compte qu'en tant que micro-État, on ne va nulle part. Chaque État individuellement pris, on va droit dans les murs. Tant qu'on ne s'unit pas, on va droit dans les murs. Il faut s'unir pour réussir. En 2 mots, en une seule phrase. Moi, je lance un appel solennel à tous les Africains. Pour que l'Afrique puisse changer, il y a une seule philosophie que les Africains doivent comprendre. Il n'y a pas de réussite personnelle dans la fête générale. Lorsque les Africains vont comprendre cette situation-là, nous allons commencer à bouger. Et à Assimi Goïta, qui est notre président, qui disait que si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. Nous n'allons pas revenir sur ça. Voilà. Nous sommes au terme de cette émission qui parlait aujourd'hui du sommet Russie-Afrique. Quel bilan pour le Mali? Nos invités étaient Bakabini Keïta, enseignant, chercheur, analyste politique, Daouda Moussa Kone, économiste, et Assim Dabo, enseignant, chercheur également. Ce grand dialogue a été réalisé par Imirana Kiloumaïga. À la mise en onde, il y avait Adjaratou Traoré. La régie vidéo était assurée par Nouhoum Djire. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous et à demain.